Seyfel est un joueur qui vient de perdre son personnage de niveau maximum lors d'une grande guerre qu'il avait organisée, mais tous ses amis se sont beaucoup amusés, il n'a donc aucun regret. Sa guerre a apparemment été si populaire qu'il a fini par recevoir une offre de l'équipe de développement du jeu, et comme il est impatient de voir ce qu'il lui réserve, il clique sur Accepter, sans hésiter. Cependant, il aurait probablement dû lire les conditions générales, car quelques instants plus tard, il se retrouve dans une pièce étrange où des dizaines de personnes le fixent du regard, et pour ne rien arranger, ses bijoux de famille ont également disparu. Il se rend compte qu'il a été placé dans le corps de son personnage, Lufa, et que les gens semblent absolument terrifiés par lui, alors il tente de leur demander poliment ce qui se passe. Cependant, dès que Lufa ouvre la bouche, une immense pression envahit la pièce et tout le monde est plaqué au sol, face contre terre. En apparence, Lufa demande avec condescendance au groupe s'ils ont l'habitude de goûter le sol lorsqu'ils rencontrent quelqu'un de nouveau, mais à l'intérieur, Seyfel panique car il n'a aucune idée de la raison pour laquelle tout cela se produit. C'est alors qu'il se souvient que Lufa possède une compétence d'intimidation qui est probablement à l'origine de tout cela. Il essaie donc de se calmer et de la désactiver, mais il lui faut quelques minutes pour comprendre comment faire, et les gens restent donc collés au sol pendant un certain temps. Une fois que les choses reviennent enfin à la normale, Lufa s'approche d'un des elfes dans la pièce et lui demande une explication, ce qui le fait immédiatement s'évanouir de peur, mais elle finit par obtenir la réponse qu'elle cherche. Pour résumer, 200 ans se sont écoulés depuis qu'elle a été enfermée, et le seigneur démon est toujours en vie. Afin de le vaincre, le royaume a tenté d'invoquer un autre héros, ce qui explique pourquoi Lufa s'est retrouvé ici. Cela signifie que Seyfel a vraiment été aspiré dans le jeu, et il en est honnêtement très excité, mais il se rend compte qu'il doit être terrifiant d'être en sa présence alors qu'il possède le corps de Lufa, et qu'il devrait probablement partir avant qu'il ne provoque une crise cardiaque à quelqu'un. À ce moment-là, Lufa prend la parole et dit à tout le monde qu'elle comprend leur inquiétude concernant sa présence, car elle a failli conquérir le monde à un moment donné, mais elle les assure que ses jours de conquête sont terminés, donc ils n'ont pas à s'inquiéter. Cependant, elle n'a aucun intérêt à devenir leur nouvelle héroïne, alors elle leur dit qu'ils peuvent simplement l'oublier et en invoquer une autre, car elle ne restera pas. Le roi lui demande où elle compte aller, et Lufa lui répond qu'elle va simplement passer un peu de temps à apprécier ce monde tel qu'il est, mais qu'elle serait prête à revenir si le besoin s'en faisait sentir. Lufa s'en va alors, et Seyfel comprend parfaitement comment fonctionnent les ailes de Lufa, ce qui lui permet de les utiliser sans trop de difficultés. Lufa était le personnage principal de Seyfel lorsque Exgat a été lancé à l'origine, et grâce au système novateur du jeu, les actions des joueurs ont été officiellement ajoutées à l'histoire. Avec tout le temps et l'argent que Seyfel a dépensé pour hisser Lufa au sommet du classement, elle est généralement reconnue comme l'un des personnages les plus terrifiants de ce monde. Il aurait pu rester en tête du classement pour toujours s'il l'avait voulu, mais cela aurait été beaucoup trop ennuyeux. Il a donc conclu un accord avec tous les meilleurs joueurs du jeu à l'époque et a demandé à tout le monde de se diviser en deux factions, la lumière et les ténèbres, afin qu'ils puissent se livrer à une guerre totale. Cette guerre aboutit à l'emprisonnement de Lufa dans un sous-espace après sa défaite. Si cela a beaucoup amusé Seyfel, pour ce monde, c'était la réalité, et Lufa est donc presque universellement crainte ici pour ce qu'elle a fait. Il faut savoir que pendant toute la durée de leur petite guerre, Seyfel et ses amis ont complètement ignoré l'objectif principal du jeu, qui était de tuer le seigneur démon. Si bien Corm est toujours en vie depuis que Lufa a été enfermée, mais cela n'est pas sa priorité absolue, elle s'en occupera plus tard. Pour l'instant, elle veut simplement découvrir le monde du jeu qui est désormais devenu réalité. La première étape de Lufa est son ancienne base d'opération au sommet de la montagne, et le spectacle est vraiment impressionnant. Certes, elle est un peu délabrée après 200 ans de poussière, mais c'est tout de même incroyable de la voir en personne. Lufa s'assoit sur le trône, et Seyfel se met à repenser à tous les bons moments qu'il a passés avec ses amis dans cet endroit. Il se souvient à quel point il s'amusait à discuter de tout et de rien, mais il se rend compte que ces discussions avaient lieu dans un chat de groupe. Alors pourquoi s'en souvient-il comme s'il y était en personne? À ce moment-là, Lufa remarque quelqu'un qui s'approche, ce qui la met sur les nerfs car la base devrait être vide, mais lorsqu'elle regarde, elle s'aperçoit qu'il s'agit d'une fille aux cheveux bleus nommée Dina. Elle est très excitée de voir Lufa car elle attend son retour depuis 2 siècles, mais Lufa n'a aucune idée de qui est cette fille. Dina est incroyablement blessée de réaliser que Lufa l'a oubliée alors qu'elle était sa conseillère la plus fidèle, mais Lufa ne se souvient pas avoir jamais eu besoin d'une conseillère. Cependant, maintenant qu'il y pense, Seyfel se souvient que lorsqu'il a construit cette base, il a pensé que ce serait cool d'avoir un PNJ en arrière-plan pour rendre l'endroit plus vivant, alors il a placé Dina et l'a simplement laissée là. Elle a dû prendre conscience de son existence lorsque ce monde est devenu réalité, et Seyfel se sent un peu coupable puisqu'elle est restée coincée ici toute seule pendant 200 ans. Lufa joue donc le jeu et dit qu'il est impossible qu'elle ait oublié Dina. Elle remercie Dina d'avoir protégé la base pendant son absence, et Dina est extrêmement reconnaissante d'entendre ces mots gentils de la part de Lufa. Mais cela mis à part,
Avec tout le temps qui s'est écoulé, Lufa n'est pas au courant de l'état actuel du monde, alors elle demande à Dina de lui donner un petit cours d'histoire pour se mettre à jour sur les affaires modernes. Dina répond qu'elle serait ravie de lui expliquer tout ce qu'elle sait, alors elle raconte à Lufa qu'après sa défaite, les 7 héros ont fondé leur propre nation. 4 d'entre eux sont déjà morts de causes naturelles au cours des 200 dernières années, mais les 3 qui ont une plus longue durée de vie sont toujours en vie. Lufa ne peut s'empêcher de se demander si les héros de ce monde sont vraiment toujours ses amis, ou s'ils sont devenus des PNJ, alors il prévoit de leur rendre visite tôt ou tard. Dina explique ensuite que le roi démon Orm est toujours en vie, principalement parce que les 7 héros n'ont pas réussi à le vaincre après avoir scellé Lufa. Dina ajoute que les 12 étoiles célestes de Lufa sont toujours là, même si la plupart ont pris des chemins différents. Les 12 étoiles sont un groupe de monstres PNJ rares et puissants que Seyfel a rassemblés parce qu'il trouvait cool d'avoir une petite armée de généraux d'élite à son service. Lufa demande à Dina s'il y a du nouveau concernant les 12 étoiles, et elle répond qu'elle connaît l'emplacement de 6 d'entre elles, mais que 2 de ces 6 semblent avoir rejoint l'armée démoniaque dans le but de se venger des héros qui ont scellé Lufa. Lufa est un peu déçue d'apprendre que certains de ses serviteurs ont rejoint l'armée démoniaque après sa défaite, car leur querelle n'était pas si grave, et elle va donc devoir les réprimander une fois qu'elle les aura retrouvés. Cela mis à part, elle est contente d'avoir au moins quelque chose à faire maintenant. Son plan initial était simplement d'explorer le monde pour le plaisir et de découvrir si les 3 héros restants étaient des joueurs comme elle, mais elle doit d'abord rassembler les 12 étoiles célestes, car elle serait responsable si l'une d'entre elles causait des problèmes sans raison. Elle demande à Dina de lui indiquer l'emplacement de la première étoile céleste, alors celle-ci consulte une carte et lui montre un endroit appelé Svel. C'est là que l'un des héros vit depuis quelques années, et l'étoile céleste, Bélier, tente de l'envahir depuis des mois. Maintenant qu'elle sait où trouver Harry, elle se met immédiatement en route pour le retrouver, mais Dina lui crie de revenir, car elle ne peut pas partir sans faire de préparatifs. Tout d'abord, Lufa n'a pas d'argent sur elle, et Dina aurait été prête à lui en donner, mais l'inflation est un problème, et elle a attendu si longtemps que tout l'argent qu'elle avait est pratiquement sans valeur maintenant. Lufa répond qu'elle peut gagner de l'argent en chemin, mais Dina lui dit que personne ne voudra faire affaire avec la légendaire conquéreuse. Lufa rétorque que personne ne reconnaîtra son visage après 200 ans, mais on lui rappelle que des races comme les elfes existent et que beaucoup d'entre eux savent sûrement qui elle est, d'autant plus que le royaume a probablement émis un avertissement public concernant son arrivée. Cependant, si Lufa veut gagner de l'argent, Dina connaît un travail qu'elle peut faire et qui ne nécessite pas de vérification des antécédents, l'aventure. Pour commencer, Dina conduit Lufa à la ville marchande de Yétélé, mais elle attirait trop l'attention avec ses ailes sombres exposées, alors Lufa les cache dans sa cape surdimensionnée pour se déguiser. Elle déteste le fait qu'il soit si inconfortable de se déplacer ainsi, mais elles n'ont pas vraiment le choix dans cette situation, elle devra donc s'en accommoder pour l'instant. Une fois arrivée à la guilde des aventuriers, Lufa mentionne qu'elle ressent une certaine nostalgie à l'idée de revenir dans ce repère de marginaux et de dégénérés, car selon ses connaissances, elle était aventurière avant de fonder sa nation obscure. Cependant, elle se rend vite compte à quel point il est étrange qu'elle éprouve un sentiment de nostalgie, alors que c'est techniquement la première fois qu'elle met les pieds dans la guilde. Dina remarque que Lufa semble perdue dans ses pensées, alors elle lui demande si quelque chose ne va pas, mais celle-ci élude la question et répond qu'elle devrait aller jeter un œil au tableau d'affichage des offres d'emploi. Alors qu'elle consulte le tableau d'affichage, Dina repère une mission qui rapporte 3000 pièces, et tout ce qu'elles ont à faire est de retrouver plusieurs chats perdus. Lufa reconnaît que cela semble être une très bonne affaire, mais cela leur prendrait une éternité pour retrouver les chats, et elle préfère ne pas passer une semaine sur une quête secondaire, alors elle continue à chercher. C'est alors qu'ils trouvent un travail de chasse intéressant. Ils seront payés 1500 pièces et tout ce qu'ils ont à faire est de chasser quelques orques, ce que Lufa trouve parfait. Les orques ont 3% de chance de laisser tomber leur viande à leur mort, et si vous mangez leur viande, votre santé maximale augmente, elle va donc en profiter pour gagner un peu de HP pendant qu'ils sont là-bas. Plus tard dans la journée, les deux arrivent au village où la demande a été faite, et ils parlent au chef du village, un vieil homme fatigué qui veut juste en finir une fois pour toutes. Il explique que les orques ravagent leur village depuis longtemps, kidnappant leurs femmes, tuant leurs hommes et détruisant tout ce qu'ils ont construit. Il supplie les 2 héros de se débarrasser d'eux pour le bien du village, et Dina lui assure joyeusement qu'il n'a pas à s'inquiéter, car Lufa va sans aucun doute éliminer ces orques. Il leur est très reconnaissant de leur aide. Cela dit, il se dirige vers la forêt pour retrouver le repère des orques, et il ne tarde pas à le trouver, avec 2 orques postés devant pour faire le guet. Lufa se prépare alors à attaquer. En y réfléchissant bien, elle n'a pas vérifié son écran de statistiques depuis son arrivée, alors elle l'ouvre et, heureusement, elle dispose toujours de toutes ses capacités de niveau maximum. Tuer les orques ne devrait donc pas être difficile, mais elle n'est pas sûre d'être mentalement prête pour cela, car tuer ces créatures à l'écran est complètement différent de les tuer dans la vie réelle. Elle active l'une de ses capacités et crée une 12aine d'épées à ses côtés avant de les lancer directement sur les orques. Le résultat est absolument répugnant, mais pour une raison quelconque, Lufa se sent étrangement calme.
Quelques instants plus tard, le nid d'orques est alerté de la présence d'un intrus, et ils se précipitent tous pour encercler Lufa en quelques secondes. Ils ont également un orque vraiment énorme comme chef, ce qui mettrait n'importe quel aventurier normal en difficulté, mais lorsqu'ils lancent leur attaque contre Lufa, ils sont tous si lents qu'ils semblent à peine bouger. La différence est telle qu'elle se rend compte qu'elle n'aura probablement même pas besoin de créer d'autres épées pour les affronter, alors elle se met à leur sauter dessus et commence à leur couper la tête à toute vitesse. Elle est si rapide que le chef des orques n'a aucune idée de ce qui se passe. Tout ce qu'il voit, ce sont les têtes de ces hommes qui s'envolent de leur corps. Elle s'arrête alors et regarde le grand gaillard juste pour lui dire « Eh, je viens d'anéantir toute ta troupe, qu'est-ce que tu vas faire ?» Il se déchaîne pour essayer de l'écraser au sol, mais il est complètement dépassé, car Lufa est pratiquement une catastrophe ambulante et il n'est qu'un obstacle sur son chemin. Sans blague, tout ce qu'elle a fait au roi des orques, c'est lui donner un petit coup de poing sur la tête, et une seconde plus tard, un trou béant était percé dans son crâne. Elle est tout simplement trop forte. Une fois que Lufa a terminé son massacre, Dina commence à récolter certains des cadavres d'orques, et elle est ravie de découvrir que celui-ci a encore son filet intact. Selon Dina, la vitalité d'un orque est stockée dans son filet, et s'il n'est pas endommagé, le manger transfère cette vitalité à celui qui le mange. Elle propose d'en préparer pour Lufa une fois qu'elles seront de retour, alors elle crée plusieurs portails et range les cadavres. Lufa n'avait aucune idée que Dina avait un tel pouvoir, mais la téléportation leur sera certainement utile à un moment ou à un autre. Pour l'instant, cependant, il est temps pour elle de sauver toutes les personnes qui ont été kidnappées par les orques. À la grande surprise de Dina, après avoir libéré toutes les femmes, elle constate qu'elles semblent toutes en parfaite santé. Lufa ne trouve pas cela si étrange, car dans l'univers du jeu, les orques sont en réalité très gentils avec les femmes. Ils sont juste très laids et ont un charisme incroyablement faible, donc ils ne prennent même pas la peine d'essayer de séduire qui que ce soit et passent directement au kidnapping. Dina est choquée d'entendre cela, car elle ne peut imaginer que des monstres aussi hideux puissent être des gentlemen. Mais quelle que soit la façon dont ils traitent leurs captives, cela ne change rien au fait qu'ils kidnappent quand même les femmes. Alors Lufa crée un point de pierre géant et détruit la grotte pour s'assurer qu'il n'y ait aucun survivant. Dina demande à Lufa si elle souhaite qu'elle efface la mémoire des filles, car elle aimerait qu'elles se souviennent des visages hideux des orques qui les ont kidnappées. Mais la réaction sincère de Lufa est « Pourquoi suggères-tu si naturellement d'effacer leur mémoire, comme si c'était quelque chose de normal ?» Elle demande à Dina s'il est vraiment possible d'effacer la mémoire de quelqu'un, et celle-ci répond « C'est très facile. » En fait, si elle le voulait, elle pourrait manipuler et réécrire la personnalité d'une personne. Mais outre le fait qu'il soit effrayant que Dina puisse faire cela sur un coup de tête, Lufa ne pense pas qu'il soit nécessaire de modifier la mémoire de qui que ce soit à propos d'un incident comme celui-ci. Il suffit de ramener les filles saines et sauves à leur village, alors Lufa invoque un golem et lui demande de transporter tout le monde pendant le voyage de retour. Cette mission s'est très bien déroulée, mais Lufa ne peut s'empêcher de se demander pourquoi personne d'autre ne l'avait accepté avant leur arrivée. Dina explique que c'est parce qu'il n'y avait aucune incitation à prendre le risque, mais cela n'a aucun sens pour elle, car la vitalité du filet d'ORC aurait été une raison plus que suffisante pour relever le défi. Cependant, Dina informe Lufa que la plupart des gens ne prendraient pas le risque parce que, pour faire simple, les guerriers de cette époque sont nuls. Par exemple, Dina dit que la nation qui a invoqué Lufa s'appelle le Royaume de l'Épée, et elle veut qu'elle devine quel est le niveau du plus fort épéiste du royaume. Comme il s'agit de leur plus fort combattant, Lufa suppose que ce type doit être aussi fort qu'elle, mais à sa grande surprise, on lui dit que le meilleur épéiste du royaume n'est qu'au niveau 120. Cela n'a aucun sens, car elle sait pertinemment que de nombreuses personnes ont atteint le niveau 1000 en même temps qu'elle dans le jeu, mais Dina lui rappelle que ces personnes appartenaient toutes à l'époque précédente et qu'elles étaient, pour être franc, les plus acharnées des acharnées. De manière réaliste, pour atteindre le niveau 1000, il faudrait se battre sans cesse, chaque seconde de chaque jour, et consacrer toute sa vie à devenir plus fort, ce que les gens de cette génération ne peuvent tout simplement pas faire, du moins pas sans mourir dans le processus. Lufa comprend maintenant pourquoi il serait difficile pour les gens de ce monde d'atteindre le niveau maximum, car pour elle, ce n'était qu'un jeu, il était donc naturel de grimper autant de niveaux que possible, mais pour les gens de ce monde, c'est leur seule et unique vie, ils ne voudraient donc pas la gaspiller. Lufa et Dina finissent par revenir au village, et les villageois sont tous très heureux de se retrouver. Les femmes sont toutes extrêmement reconnaissantes envers Lufa de les avoir ramenées chez elles, et Lufa est heureuse de les voir toutes si joyeuses, mais si elle connaissait sa véritable identité, elle ne serait peut-être pas aussi gaie à présent. Le chef du village remet à Lufa et Dina la récompense convenue, et après avoir vérifié, Dina confirme que tout y est, alors ils sont prêts à partir. Cependant, avant leur départ, le chef demande à Lufa si le village peut vraiment garder son golem. Lufa répond qu'elle ne voit pas d'inconvénient à le laisser derrière elle, et qu'il devrait simplement l'utiliser comme gardien pour protéger le village au cas où d'autres orques se présenteraient un jour. Le chef est tellement touché par la gentillesse de Lufa qu'il en conclut qu'elle doit être une messagère de Dieu, mais cela est loin d'être la vérité.
Lufa décide qu'il est temps de partir, mais avant qu'elle ne le fasse, les villageois lui demandent au moins de leur dire son nom afin qu'ils sachent comment appeler leur sauveuse. Sans réfléchir, Lufa tente de révéler son identité, mais Dina intervient et donne aux villageois une fausse identité à la place. Lufa est furieuse que Dina l'ait interrompue ainsi, mais elles en ont déjà discuté. Si quelqu'un découvrait la véritable identité de Lufa, cela provoquerait une panique générale, et elles ne peuvent pas se le permettre. Comme elles ont désormais assez d'argent pour couvrir leurs frais de voyage, rien ne les empêche de se rendre directement à Svel, mais Lufa ne peut pas s'en réjouir outre mesure, car la seule raison pour laquelle elles s'y rendent est d'empêcher l'une de ses 12 étoiles, Hari, de continuer à l'attaquer. Elle doit également confirmer si les héros survivants sont vraiment ses anciens compagnons, c'est pourquoi sa première étape sera de rencontrer Meugré. Alors qu'ils approchent de la ville, Lufa commence à remarquer plusieurs jolies lumières flottant tout autour d'eux. Elle demande à Dina ce que c'est, et celle-ci lui explique que ces lumières sont de petites particules de mana qui flottent dans les airs car la terre ici est très riche. Elle dit que c'est la preuve qu'il se rapproche de Svel, et en fait, Dina peut déjà la voir d'ici. Elle semble très enthousiaste d'être ici, mais Lufa ne voit pas ce qu'il y a de si génial, car pour elle, cela ressemble à une ville aquatique ordinaire. Elle se dirige vers la porte d'entrée, où un garde leur crie que toute personne souhaitant entrer dans la capitale doit présenter son passeport. Lufa ne savait pas qu'il fallait un passeport pour entrer dans la ville, alors elle commence à s'inquiéter qu'elle ne puisse pas entrer. Cependant, Dina n'est pas du tout inquiète, car elle possède la compétence parfaite pour cela, la falsification de documents. Elle s'approche simplement du garde et lui présente 2 passeports qu'elle a créés pour elle-même et Lufa. Après les avoir vérifiés, le garde est convaincu qu'ils sont authentiques et autorise les 2 femmes à entrer dans la ville. Alors qu'ils marchent dans les rues, Dina explique à Lufa que la ville de Svel a été fondée par le sage elfe Meugré et qu'elle est réputée pour la richesse de ses connaissances magiques. Cette région est également particulièrement riche en mana ambiant, ce qui attire de nombreux mages et érudits qui viennent ici dans l'espoir d'approfondir leurs connaissances en magie. Dina demande quel est leur objectif dans la ville aujourd'hui, et Lufa lui répond qu'elle prévoit d'abord de rendre visite à Meugré, car elle a beaucoup de choses à lui dire. Dina panique en entendant cela, car elle pense que Lufa a l'intention de prendre d'assaut le château de Meugré, mais celle-ci lui assure qu'il s'agit simplement d'une visite amicale. Après tout, Hari a causé beaucoup d'ennuis injustifiés à Meugré, et elle doit encore lui présenter ses excuses pour cela. Mais avant cela, Lufa dit qu'elle aimerait se rendre à la bibliothèque, car il y a encore beaucoup de choses qu'elle ignore sur l'histoire de ce monde. Elle commence à demander leur chemin pour se rendre à la bibliothèque la plus proche, jusqu'à ce qu'elle rencontre un homme nommé Grantz. On devine que Lufa et Dina sont nouvelles en ville, car pratiquement tout le monde sait que toutes les bibliothèques se trouvent dans la partie A, mais comme il a du temps libre, il leur propose de les y conduire. Dina le remercie et se présente comme une marchande ambulante accompagnée de Lufa, son employé suspecte, mais Lufa lui marche sur le pied au milieu de sa phrase pour la faire taire, car qui diable présenterait son compagnon comme suspect. Grantz trouve clairement que Lufa a l'air suspecte, mais il n'a pas l'intention de lui en vouloir, car il est sûr qu'elle a ses raisons, et Lufa lui est reconnaissante de sa compréhension. Alors que Grantz les guide à travers la ville, Dina remarque à quel point tout le monde est animé ici, et Grantz reconnaît que les gens sont effectivement joyeux, mais comme la ville est attaquée par Hari depuis plusieurs années, la plupart des gens ne s'installent pas ici. Lufa prend un air un peu amer, car elle se rend compte que la situation ici est en quelque sorte de sa faute, et Grantz le remarque, mais il suppose qu'elle doit simplement être inquiète à l'idée d'être attaquée par Hari pendant son séjour ici, alors il la rassure en lui disant qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car le système de défense de la ville est impénétrable. Il lui explique que tout le lac qui entoure la ville est en fait un golem créé par Meugré, et que chaque fois qu'Hari a attaqué jusqu'à présent, il a été repoussé par le golem gardien de la ville. Lufa scanne le lac et découvre qu'il s'agit bien d'un golem. Même si le niveau 500 ne lui semble pas très impressionnant, le million de points de HP dont il dispose est sans aucun doute une statistique incroyable. Si Meugré a été capable de créer une telle chose, c'est qu'il doit être vraiment doué. Grantz indique ensuite à Lufa et Dina où se trouve le monorail de la ville et leur explique qu'il leur permettra de rejoindre la partie en un rien de temps. Dina et Lufa devront continuer seuls à partir de là, il le remercie donc pour son aide et il leur souhaite bonne chance pour leur visite à la bibliothèque. Alors que Grantz s'éloigne, Lufa jette un coup d'œil rapide à sa fiche de statistiques et constate qu'il est au niveau 82. C'est techniquement très bas, mais selon les normes des combattants de cette époque, Grantz est l'un des plus forts. Dina demande à Lufa de l'accompagner pour prendre le monorail, et maintenant qu'elle y pense, elle ne se souvient pas avoir vu de monorail dans le jeu original. Une fois arrivée à la bibliothèque, Lufa se dirige directement vers la section histoire afin de découvrir ce qui s'est passé pendant les 200 années où elle a été enfermée, mais en fouillant dans les rayons, elle trouve quelques livres qui semblent assez inhabituels. Par exemple, ces 3-là expliquent que les 7 héros ont été idiots d'emprisonner Lufa, et elle trouve étrange que la bibliothèque soit autorisée à posséder des livres de ce genre alors que la ville est dirigée par Meugré, l'un des 7 héros.
Dina rappelle à Lufa que Maigret n'a pas instauré de dictature ou quoi que ce soit d'autre, donc les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent à son sujet, et ce n'est pas tant qu'ils n'aiment pas les sept héros, mais plutôt qu'ils ne pensent pas que Lufa était mauvaise au départ. Si les gens la craignaient certainement à l'époque, au cours des 200 dernières années, cette peur s'est estompée et certains ont commencé à réaliser que le règne de Lufa n'était pas si mauvais. Selon l'un des livres d'histoire, Lufa était un être mystérieux aux ailes noires qui est apparu de nulle part et a unifié le monde sous son règne en un clin d'œil il y a 200 ans. Bien qu'elle fût stricte, elle n'était pas une tyran, et beaucoup vivaient mieux sous son règne, mais l'humanité finit par rejeter son autorité et l'emprisonna afin de retrouver son autonomie. Cela n'aurait pas posé de problème en soi, mais la seule chose qui tenait les démons à distance pendant tout ce temps était la menace que représentaient Lufa et ses 12 étoiles. Une fois qu'elle fut emprisonnée, l'armée des démons profita de la situation et se souleva pour détruire l'humanité. Naturellement, les héros ont tenté de les arrêter, mais leurs pouvoirs ont été insuffisants et ils ont fini par être vaincus. Depuis lors, une grande partie des terres appartenant à l'humanité a été lentement conquise par les démons, et aujourd'hui, l'humanité est sur le point d'être complètement anéantie. Lufa commence à paniquer intérieurement après avoir entendu cela, car elle n'avait aucune idée que le monde était au bord de la destruction. La guerre qu'elle a déclenchée n'était censée être qu'un événement amusant entre joueurs, mais personne ne l'avait prévenue que sa décision plongerait le monde dans une situation aussi désastreuse. La visite à la bibliothèque a aidé Lufa à comprendre ce qu'elle devait faire, et elle dit à Dina qu'elles doivent partir immédiatement à la recherche d'Harry. Cependant, quelques instants plus tard, la ville entière se met à trembler lorsqu'un violent séisme secoue ses fondations. L'alerte est immédiatement donnée, et tous les mercenaires disponibles sont appelés aux frontières pour se préparer à une attaque imminente. Lufa examine les dégâts causés et demande à Dina s'il est normal qu'une ville comme celle-ci subisse des tremblements de terre de cette magnitude. D'après ce que sait Dina, cela n'arrive presque jamais. Alors Lufa en conclut que cela doit être le résultat d'une des compétences d'Harry et qu'il doit être en route pour lancer une attaque à grande échelle. Il n'y a pas de temps à perdre, alors Lufa crée un planeur et dit à Dina de monter immédiatement. Alors qu'il vole vers le chaos, Lufa réfléchit à la situation et rien de tout cela n'a de sens pour elle. Elle sait qu'Harry a toujours été un monstre mouton inoffensif et qu'il n'est pas dans son caractère d'envahir une nation comme celle-ci à plusieurs reprises, alors elle se demande si c'est vraiment parce qu'elle a été enfermée. D'autre part, elle se demande pourquoi elle a des souvenirs d'Harry, puisqu'elle n'a jamais interagi avec lui dans le jeu. Mais sa principale préoccupation pour l'instant est de l'arrêter, elle pourra s'inquiéter de ses souvenirs plus tard. Quand Harry était un petit agneau, il errait seul dans la forêt et tomba par hasard sur Lufa. Elle fut surprise de voir un mouton arc-en-ciel ici, car c'est un monstre légendaire qui ne naîtrait qu'une fois tous les 500 ans. Mais lorsqu'elle s'approcha, il recula de peur et se mit à pleurer. Lufa remarqua ses larmes et, à son avis, le mouton était probablement en fuite depuis sa naissance, se cachant à la fois des monstres et des humains, car un seul fil de sa laine avait plus de valeur que l'or. Elle ne niait pas qu'il avait une bonne raison de pleurer, mais elle lui demanda à quoi bon verser toutes ses larmes. Elle lui dit que s'il est bouleversé par sa situation, il ferait mieux d'être prêt à riposter contre ceux qui le poursuivraient. Sinon, il ferait mieux de se préparer à vivre le reste de sa vie noyé dans le chagrin. Le mouton prit ses paroles à cœur et attaqua Lufa pour montrer sa détermination à devenir plus fort. Elle aimait son esprit combatif, alors elle le calma et lui demanda de la suivre. Elle lui dit qu'elle n'était pas encore au sommet de sa puissance, mais qu'un jour, elle conquérait le monde entier, et qu'elle voulait qu'il devienne son premier compagnon. Elle lui demanda s'il avait déjà un nom, et le mouton secoua la tête pour lui dire que non. Lufa leva alors les yeux vers les étoiles avant de trouver le nom d'Harry. Du moins, c'est ainsi que l'histoire se déroula. À présent, Gantz et ses hommes se précipitent tous pour intercepter les forces d'Harry, car il s'agit clairement du début d'un assaut total. Une fois arrivé sur le front, il aperçoit une immense armée de monstres marchant lentement vers les portes de la ville, et il commence à s'inquiéter, car il n'y a aucun moyen de les retenir tous jusqu'à ce que l'armée principale soit prête à combattre. Le tremblement de terre qui s'est produit plus tôt devait être la déclaration de guerre d'Harry, car malgré sa haine à leur égard, Lufa avait établi une règle selon laquelle il n'était pas autorisé à attaquer sans avoir d'abord déclaré la guerre, et depuis, il avait suivi cette règle à la lettre. Peu de temps après, les forces avancées de la ville arrivent, et l'ordre est donné à tous les mages et archers de tirer avant que les monstres ne se rapprochent trop. Après avoir décimé les monstres, les soldats lancent leurs charges, car ils doivent les tenir à distance jusqu'à l'arrivée des renforts. Gantz est en tête et commence à abattre les monstres à gauche et à droite, mais même s'il s'en sort plutôt bien, ses subordonnés ne sont pas aussi forts que lui, et beaucoup d'entre eux sont massacrés. À ce rythme, Gantz pense qu'ils ne tiendront pas longtemps. Cependant, alors que les troupes sont sur le point d'être submergées, d'innombrables pics de glace tombent du ciel, et lorsque les soldats se retournent vers la ville, ils aperçoivent Maigret et Levia, le golem d'eau. Ils sont tous soulagés que leur divinité protectrice soit arrivée, et Maigret leur dit qu'ils peuvent tous se retirer maintenant, car Levia s'occupera du reste.
Il donne alors l'ordre à Levia d'attaquer, et en quelques instants, des dizaines de monstres sont anéantis d'un seul coup. Pendant ce temps, Lufa observe le combat à distance, et elle avait prévu d'intervenir si la situation devenait critique, mais avec Levia et Maigret sur place, il semble que son aide ne sera finalement pas nécessaire. En parlant de Maigret, Lufa décide de vérifier ses statistiques pour voir si elles sont toujours aussi bonnes que lorsqu'elle jouait avec lui, mais à sa grande surprise, il n'est plus qu'au niveau 500 et souffre d'un malus appelé « malédiction des vaincus ». Lufa n'a jamais entendu parler d'une telle malédiction, elle demande donc à Dina si elle sait de quoi il s'agit. D'après les rumeurs qu'elle a entendues, après que les héros aient échoué à vaincre le Seigneur Démon, ils ont tous été frappés d'une malédiction qui a scellé la moitié de leur pouvoir, ce qui explique pourquoi Maigret est tellement plus faible qu'avant. Et maintenant que Dina y pense, si Maigret ne peut plus utiliser toute sa puissance, cela signifie qu'il ne peut plus créer de golems comme Levia, donc si elle tombe, la ville sera vraiment condamnée. Soudain, le sol se met à trembler alors qu'un monstre géant s'approche du flanc de la montagne, et ce n'est autre qu'Harry. Après un bref face-à-face, Harry et Levia s'affrontent, et comme l'élément d'Harry est le feu, Maigret pense que Levia devrait avoir l'avantage dans une confrontation directe. Levia utilise une attaque en spirale d'eau, forçant Harry à reculer dans un premier temps, mais celui-ci revient à la charge avec une énorme boule de feu peu après. Au premier abord, on dirait que la boule de feu a complètement manqué Levia, mais Harry ne la visait pas du tout. Sa véritable cible était Maigret depuis le début. Heureusement, juste avant que la boule de feu ne le touche, Levia a réussi à s'interposer et à éteindre l'explosion. Maigret envoie alors Levia comme un raz-de-marée pour repousser Harry, mais celui-ci utilise une technique de saut enflammé pour la franchir et se dirige droit vers Maigret. Maigret érige une barrière pour se défendre, mais comme il n'a plus que la moitié de sa force d'antan, Harry finit par le submerger et briser son bouclier. Cependant, avant qu'il ne puisse percer, Levia se faufile derrière Harry et le prend en étranglement. Les soldats commencent à encourager Levia pour qu'elle mette fin à tout cela, et Dina demande à Lufa comment elle pense que cela va se terminer. En ce qui concerne cette bataille, Lufa dit que Levia va gagner, mais cela ne signifie pas qu'elle va gagner la guerre. Levia a perdu beaucoup de points de vie en encaissant toutes les attaques d'Harry, et il est probable que c'était l'objectif d'Harry depuis le début. Il savait qu'il ne pourrait pas battre Levia dans un combat en tête-à-tête, alors il a prévu de réduire sa santé à néant par des attaques constantes et des retraites, afin de pouvoir l'attaquer à nouveau à l'avenir. Lufa est impressionné par le fait qu'Harry ait été capable de réfléchir de manière suffisamment logique pour comprendre que Levia ne pourrait pas le poursuivre une fois qu'il se serait retiré, et qu'une série constante d'invasions périodiques lui garantirait une victoire finale. Cependant, Lufa ne peut pas laisser son plan aller plus loin, car il serait dangereux de détruire Levia. Elle devra donc s'occuper de lui elle-même. Elle attrape Dina et saute sur le champ de bataille. Alors qu'Harry s'apprête à lancer une autre puissante explosion, Lufa le projette à travers la chaîne de montagne d'un coup de pied. Tout le monde est complètement incrédule en voyant le monstre terrifiant projeté en l'air en un instant, et Maigret se demande qui peut bien posséder un tel pouvoir. Mais même si Lufa cache toujours son identité, dès qu'il entend sa façon de parler, il comprend en quelque sorte. Lufa ne veut encore rien confirmer ni infirmer, alors elle dit à Maigret qu'elle s'occupera d'Harry toute seule et qu'elle reviendra ensuite pour discuter avec lui. Cependant, avant qu'elle ne parte, Maigret lui dit qu'il y a quelqu'un dans les coulisses qui manipule la soif de vengeance d'Harry, et qu'elle doit donc être prudente. Comme cet avertissement vient d'un vieil ami, Lufa répond qu'elle en tiendra compte, puis s'envole pour affronter Harry. Une fois devant lui, Harry lui demande qui elle est, ce qui la surprend, car lorsqu'elle jouait au jeu, Harry ne faisait que bêler, elle ne savait donc pas qu'il pouvait parler. Cela mis à part, comme Harry ne semble pas la reconnaître, elle active sa compétence d'intimidation, et dès qu'Harry ressent la pression terrifiante qui émane d'elle, il se souvient de son maître. Cependant, même si elle se tient juste devant lui, Harry refuse toujours de croire que c'est elle, car il est sûr que Lufa est morte depuis longtemps. Lufa n'est toujours pas sûre de pouvoir être considérée comme l'original, car elle a techniquement été réincarnée, mais quoi qu'il en soit, il s'agit bien du corps de Lufa elle-même. Elle ne veut pas perdre de temps à essayer de convaincre Harry avec des mots, alors elle lui dit que s'il ne croit vraiment pas que c'est elle, il est libre de venir tester sa force par lui-même, et par courtoisie, elle promet de ne pas trop lui faire de mal. Harry hésite un instant, car la femme devant lui ressemble vraiment à Lufa, mais il se convainc qu'elle doit être un imposteur, car il est impossible que son maître soit revenu. Il se prépare à attaquer de toutes ses forces, et Lufa commence à s'exciter, car c'est la première fois qu'elle affronte un monstre qui devrait être assez fort pour survivre à ses attaques. Ce sera donc son premier vrai combat. Harry charge Lufa avec toute son intensité. Cependant, après l'avoir repoussé de quelques centaines de mètres, Lufa arrête facilement son élan d'une seule main et lui dit qu'il est effectivement devenu plus fort qu'il ne l'était il y a 200 ans. Harry tente continuellement de la repousser, mais Lufa ne bouge pas d'un pouce et elle le trouve même adorable de faire autant d'efforts. En récompense de ses efforts, elle lui dit qu'elle va lui faire un câlin. L'instant d'après, Harry est soulevé du sol par la tête.
Lufa le projette alors directement en l'air, mais elle est loin d'en avoir fini, alors elle s'envole à sa poursuite, et une fois arrivée au-dessus du corps d'Harry, elle dit qu'elle va le caresser doucement. Lufa frappe alors Harry avec la force d'un camion de 10 tonnes, le projetant au sol. Mais avant qu'il ne touche terre, elle vole sous lui et décide de lui caresser également le menton, renvoyant Harry dans les airs. Les spectateurs assistent au spectacle dans un silence stupéfait, car ils n'ont jamais vu une telle démonstration de puissance auparavant. Lufa finit par écraser Harry au sol, le laissant à l'état de crêpe, mais elle n'en a pas encore fini. Harry commence à brûler d'un feu bleu brillant, et Lufa suppose que c'est son attaque la plus puissante, alors elle lui dit de lui donner tout ce qu'il a. Il charge à une vitesse incroyable, et avec un grand sourire sur le visage, Lufa s'avance pour l'intercepter, provoquant une explosion massive visible à des kilomètres à la ronde. Une fois la poussière retombée, nous voyons que Lufa a une fois de plus arrêté Harry avec la paume de sa main, puis elle le projette dans les rochers d'un simple mouvement du doigt. Elle demande à Harry s'il doute encore qu'elle soit la vraie Lufa, mais tout à coup, il sautore des décombres et reprend sa forme humaine pour s'excuser auprès de Lufa de son comportement stupide. Lufa est d'abord choquée, car elle savait qu'Harry avait une forme humaine, mais elle ne se souvient pas l'avoir conçu comme un fanbois. Mais maintenant qu'elle y pense, elle se souvient d'une discussion de groupe où elle et ses amis avaient décidé de donner à Harry un design fanbois pour plaisanter, et elle avait choisi de suivre le mouvement. 20 minutes plus tard, Harry cesse enfin de pleurer et de s'excuser, alors Lufa jette un œil à son écran de statistiques. Son niveau est toujours le même que lorsque Lufa jouait au jeu, mais ses capacités se sont considérablement améliorées, ce qui doit être le résultat de tout le travail acharné d'Harry au cours des 200 dernières années. Elle dit à Harry qu'elle est en mission pour récupérer ses 12 étoiles célestes, et qu'il est sa première étape, donc elle n'acceptera pas de refus. Harry est heureux que Lufa soit venu le chercher en premier, et il accepte de se joindre à elle pour sa mission une fois de plus, mais il a d'abord quelques questions à poser, comme qui est cette femme aux cheveux bleus là-bas. Dina n'arrive pas à croire qu'Harry ne se souvienne vraiment pas d'elle, alors elle court vers lui, le regarde dans les yeux et lui rappelle qu'elle a toujours été aux côtés de Lufa. Tout à coup, Harry se souvient vaguement de Dina debout à côté du trône de Lufa, mais étant donné qu'elle a le pouvoir de modifier les souvenirs, je commence à avoir quelques soupçons. D'après ce dont Harry se souvient, Dina n'a littéralement jamais bougé de cet endroit, il a donc supposé qu'elle était un meuble, mais il est surpris de découvrir qu'elle peut parler. Entendre Harry la traiter de meuble contrarie beaucoup Dina, qui s'éloigne et boude. Lufa rit doucement, car elle non plus ne savait pas qui était Dina au début, mais celle-ci lui a été d'une grande aide depuis son arrivée, et elle demande donc à Harry de ne pas trop se moquer d'elle. C'était la fin de l'épisode 3. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain.